Bonjour et bienvenue sur la matinale de TV Blomé, la chaîne de la connaissance et du savoir. Au programme, 4 reportages qui reprennent les actualités relatées par la presse française et étrangère sur des sujets géographiques et géopolitiques. Au programme, le Burkina Faso, l'Afghanistan, le Japon et pour commencer, un sujet sur le Brésil présenté par Claire Luqueta. Vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo sur le compte Facebook de TV Blomé pour laisser vos commentaires. Rousseff, réélu aux élections présidentielles brésiliennes le 26 octobre dernier, avait déclaré l'année dernière que la souveraineté brésilienne sur l'Amazonie serait absolue et indiscutable, ce qui remet en cause le débat sur la défense de l'Amazonie aujourd'hui. Quant à l'Amazonie, en superficie, elle fait 7 fois la taille de la France, s'étend sur 9 États, représente 61% du territoire et contient 1/5 des réserves d'eau. Par son eau potable et sa biodiversité, elle est un territoire extrêmement convoité. Les Brésiliens, cependant, sont victimes d'une certaine paranoïa sur les invasions étrangères en Amazonie. En effet, du point de vue du Brésil, l'Amazonie n'appartient pas au monde. Il y a même un phénomène de mafia verde, ce qui traduit la peur des ONG qui se serviraient de l'Amazonie et obéiraient à une oligarchie anglo-américaine. Cependant, le Brésil doit déléguer une partie de ses droits aux organisations internationales sur l'Amazonie. Car c'est une forêt tropicale, elle est donc considérée comme un bien public mondial. De plus, ce sont les poumons verts de la planète. Il y a donc bien une crainte de l'internationalisation de la part des Brésiliens. Concernant les forces armées présentes sur le terrain, en 1950, il n'y avait que 1000 hommes. Aujourd'hui, ils sont 23 000 hommes présents sur le terrain et le chiffre ne cesse d'augmenter. Les forces armées brésiliennes privilégient une stratégie de contrôle de l'espace pour maîtriser les voies de communication, ainsi pour optimiser la surveillance du territoire. Mais on remarque un manque de moyens. Le matériel est soit défectueux, soit insuffisant, ce qui nécessiterait par conséquent une aide étrangère voire internationale que les Brésiliens refusent, et c'est là toute l'ambiguïté de la situation. Concernant le budget, 1,4 milliard de dollars ont été débloqués pour mettre en place le système de protection de l'Amazonie. Et en mai 2013, on remarque également une hausse du budget afin de se mettre à la moyenne des BRICS pour remettre le Brésil sur le devant de la scène. Le Brésil apparaît donc comme un pays théoriquement sans ennemis, mais entouré d'ennemis potentiels. L'Amazonie est donc un territoire convoité, disputé, et également un lieu où les tensions, la pression et les violences ne cessent d'augmenter. Cela témoigne d'un ralentissement de la croissance de ce pays émergent qu'est le Brésil. Des manifestations étaient organisées jeudi dernier devant l'ambassade du Burkina Faso en marge de la vague de contestation qui secoue le pays depuis mardi dernier. Donc ces manifestations au Burkina Faso ont été déclenchées par le projet de loi proposé par le gouvernement qui vise à réformer l'article 37 de la Constitution pour permettre ainsi de passer de 2 à 3 le nombre de mandats présidentiels autorisés, permettant ainsi au président actuel Blaise Compaoré de se représenter à la fin de son mandat fin 2015. Sachez que Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. Ces manifestations sont aussi le fruit d'une exaspération croissante au sein de la population. Donc les manifestations ont commencé mardi. Jeudi, le peuple en colère a réussi à empêcher le vote du projet de loi. Mais face au nombre croissant de morts et de blessés, il a radicalisé son discours en exigeant le retrait immédiat et irréversible de Blaise Compaoré de la présidence. Le lendemain, le vendredi, Blaise Compaoré quitte le pouvoir et 2 militaires s'opposent pour ce dernier. Mais ces 2 militaires ne sont pas du tout plébiscités par le peuple qui lui souhaite le général Kwame Longué. Quant à la communauté internationale, sa réaction a été rapide. Tout d'abord la France, l'ancienne puissance coloniale de la Haute-Volta, mais aussi les États-Unis, l'Union africaine et l'Union européenne. La communauté internationale déplore les violences.
et rappelle son attachement à une transition conforme à la légalité constitutionnelle. L'ONU, quant à elle, a envoyé un émissaire pour la paix vendredi dernier. Les événements au Burkina Faso sonnent comme un coup de semonce pour tous les présidents africains qui souhaiteraient modifier la Constitution. Les pays concernés sont le Bénin, le Burundi, la RDC et le Congo-Brazzaville. Selon certains observateurs, le continent africain connaîtrait des prémices de printemps noir, référence au printemps arabe, qui, à la faveur de la croissance économique et du développement des nouvelles technologies de l'information et de communication, permettrait un panafricanisme des jeunes du continent contre les dictatures en place. Après 13 années de guerre, les opérations britanniques dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, ont officiellement pris fin, dimanche 26 octobre 2014, lorsque 2 soldats ont descendu l'Union Jack, comme le raconte le journal britannique The Guardian. L'heure est donc au bilan. Les combats ont fait 453 morts dans le camp britannique, mais n'ont pas permis de ramener le calme dans la province. Les talibans ont repris leur attaque contre les forces de l'ordre local. Ainsi, au cours des 6 derniers mois, il y a eu plus de décès dans les rangs afghans que depuis le début de la guerre, s'inquiète le New York Times. Cette réapparition des talibans vient du fait que les forces internationales n'ont pas réussi à endiguer la production d'opium. Depuis le retrait des troupes soviétiques, la production d'opium est une source importante de revenus pour les Afghans. Ainsi, dans son livre Afghanistan, opium de guerre, opium de paix, le journaliste et sociologue Alain Labrousse estime qu'un tiers de l'économie du pays repose sur le trafic d'opium ou de ses dérivés. L'Afghanistan est ainsi le premier fournisseur mondial d'opium. La province d'Helmand reste le cœur de ce commerce illégal, où 80% de l'opium produit en Afghanistan y est cultivé. Dimanche, les Occidentaux se voulaient rassurants. Selon eux, les talibans ne contrôleraient ni village ni centre gouvernemental. Cependant, le New York Times appelle à la vigilance puisque les talibans auraient mis en place une nouvelle stratégie. Ils souhaiteraient conquérir les zones rurales et non plus les zones urbaines, afin de maîtriser et contrôler le trafic de drogue. Le journal britannique Guardian relate l'histoire du district de Gizab dans le centre du pays, où là aussi les talibans se concentrent sur les zones rurales. Il y a 4 ans, la population de Gizab a chassé les talibans. Les forces internationales avaient alors salué cette réussite. Elles avaient voulu voir dans cette révolte populaire une étape décisive dans la guerre. 4 ans plus tard, et 1 an après le départ des soldats étrangers, les talibans sont sur le point de reprendre le contrôle de Gizab. Les combats durent depuis 1 mois, ils sont intenses, précise le Guardian. Les talibans utilisent les gens comme boucliers et ils tirent sur les forces de l'ordre depuis des maisons, raconte au Guardian Ajdar Abdurrahman, chef du conseil du développement de Giza. Le nouveau président afghan, Ashraf Ghani, sera à Londres fin novembre afin de convaincre les donateurs internationaux de lui venir en aide. Les pays européens poseront certainement des conditions, mais ils viendront également en aide à l'Afghanistan, puisqu'ils gardent en tête la situation en Irak, et ils feront certainement tout pour empêcher justement qu'un foyer puisse se créer et favoriser l'émergence de l'État islamique. J'ai pour ma part choisi de vous parler du typhon Wangfong, qui s'est déchaîné sur les côtes japonaises du 11 au 13 octobre 2014. Alors ce qu'il faut savoir sur ce typhon, c'est que c'est le 19e à s'être abattu sur les côtes nippones en cette année 2014. Bien qu'il ait été déclassé de super puissant à puissant par les autorités météorologiques japonaises, il n'en reste pas moins un typhon qui a causé de multiples dégâts à la fois sur le plan humain et matériel. Sur le plan humain, sachez que 44 blessés et 2 disparus sont à déplorer. Sur le plan matériel, en plus de nombreux dégâts, 372 vols ont dû être annulés, ce qui présente une grande perte pour les compagnies aériennes. Des images pour vous montrer à quel point ce typhon est violent. Sachez qu'il a été classé 5 sur 5 sur l'échelle de Simpson. Des images. Un cyclone est le produit d'importantes différences de température entre la mer et la troposphère située à 15 km d'altitude. La région d'Okinawa est la première région du Japon à être touchée par le typhon. Les vents soufflant à plus de 230 km/h créent d'importantes vagues déferlant sur les côtes nippones. Les terres sont également ravagées par la violence de ces vagues, accompagnées de vents importants et de pluies torrentielles. Les rues sont désertées par les habitants encore habitués à ces intempéries.
Le Japon reste le pays moderne le plus touché par les catastrophes naturelles. Preuve, une fois de plus, que le risque zéro n'existe pas. Des mesures de prévention sont alors mises en place pour tenter de minimiser les conséquences. Les cyclones peuvent en effet engendrer des problèmes à la fois sur le plan économique, humain et géologique, de façon directe ou indirecte, par exemple dans le cas de Fukushima en 2011. Cette prévention joue ainsi un rôle essentiel pour alerter les populations. La surveillance météorologique est l'un des piliers de cette stratégie préventive, qui se base sur une géographie physique et humaine, à l'aide d'outils scientifiques et s'appuyant sur la coopération de ces populations. Des normes d'urbanisation intègrent aussi l'enjeu des catastrophes naturelles, en évitant, par exemple, les constructions en zone à risque ou en évitant la plantation d'arbres aux abords des édifices. Les populations sont également informées des comportements à adopter. Il existe ainsi différentes phases établies afin d'encadrer ces populations. La phase de vigilance, 72 heures à 48 heures avant la catastrophe. La phase de préalerte, 48 heures à 24 heures avant la catastrophe. La phase d'alerte, 24 heures à heure H avant la catastrophe. Et enfin la phase de confinement pendant la catastrophe. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce tour du monde de l'information. Nous espérons qu'il vous aura permis de saisir les enjeux essentiels que représente la géographie. Au Brésil, le rôle prépondérant de la géographie spécifique du pays dans sa diplomatie et son rayonnement à l'étranger articulé autour de l'Amazonie. La forêt amazonienne est un enjeu politique non seulement pour le pays, mais aussi pour le monde. Au Burkina Faso, la rébellion prend de l'ampleur à 3 échelles, au niveau local, régional et international. En Afghanistan, corruption, népotisme et la manière forte sont restés à l'ordre du jour, comme le résume Martin Van Willert, spécialiste de l'Afghanistan. Tel est le bilan après le retrait des troupes. La paix n'est pas revenue sur la région. Enfin, au Japon, géographie physique et humaine collaborent pour minimiser les conséquences des catastrophes naturelles. Ces exemples montrent que la géographie est au cœur des enjeux et de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine autour de nouveaux sujets d'actualité géographique et géopolitique sur TV Bleu Mai. Merci et à bientôt.